Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à la plus grande prudence concernant la situation qui prévaut en Libye. Deux gouvernements parallèles se disputent le pouvoir. Conséquence directe de l'échec des élections de décembre dernier, l'organisation de nouveaux scrutins est une priorité. Comment se reconstruire après avoir tout perdu? Le Soudan du Sud compte près de 4 millions de déplacés en raison des conflits, des violations des droits humains ou encore des chocs climatiques. L'enjeu pour les autorités est désormais de faciliter le processus de retour de ces populations. Et Olivia Yassé est la troisième plus belle femme du monde. Miss Côte d'Ivoire 2021 a été élue deuxième dauphine de l'édition 2021 de Miss Monde qui s'est déroulée le 16 mars. C'est la première fois qu'une reine de beauté de l'Afrique francophone se hisse à ce niveau en 70 éditions. Mais tout d'abord, c'est un constat d'échec au Mali. Le ministre malien de la Réconciliation, le colonel Ismaël Ouagué, et le CSP, cadre stratégique permanent constitué de l'ensemble des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, se sont quittés ce jeudi 17 mars sans consensus. En effet, les deux parties étaient réunies les 16 et 17 mars à Gao, dans le nord du pays, pour finaliser l'accord de principe signé à Rome afin de reprendre ensemble la mise en œuvre de l'accord de paix. Principal point de blocage, la volonté du ministre malien de prendre immédiatement la présidence tournante du cadre contre l'avis de l'ensemble des groupes armés. Le CSP reste toutefois favorable à un accompagnement du gouvernement. Une prochaine rencontre est prévue, mais aucune date n'a été fixée. Nouvelle impasse politique en Libye. Deux gouvernements parallèles se disputent le pouvoir, ce qui inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a tenu une réunion sur la situation du pays le 16 mars. Tout l'enjeu est de maintenir les avancées obtenues, telles que l'accord de cessez-le-feu permanent signé en 2020 ou encore de garantir l'organisation des élections. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. Rivalité Est contre Ouest, la Libye est embourbée dans une impasse politique. La nouvelle phase de polarisation politique résultant de l'échec de l'organisation d'élections en décembre 2021 inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si la situation sur le terrain reste relativement calme, des rapports font état d'une rhétorique menaçante, de tensions politiques croissantes et de loyauté divisée entre les groupes armés. Les citoyens libyens en sont les premières victimes. La situation des droits humains en Libye reste profondément préoccupante. La MANUL a observé une augmentation des discours de haine, de la diffamation et des menaces, ainsi que des incitations à la violence et des actes de violence contre des militants, des journalistes et des acteurs politiques, y compris des femmes. Dans ce climat de tension, l'organisation d'élections reste une priorité pour l'ONU. Alors que l'impasse sur la légitimité de l'exécutif se poursuit, deux gouvernements sont érigés, celui du Premier ministre nouvellement désigné par le Parlement de Tobrouk, Fathi Bachara, et celui du Premier ministre sortant, Abdelhamid Debeba, qui refuse de céder le pouvoir jusqu'à la tenue des prochaines élections. Une rivalité susceptible de fragiliser les avancées obtenues ces derniers mois pour le maintien de la paix dans ce pays en crise depuis 10 ans. Nous avons donc exprimé une grande inquiétude face à l'impasse politique et à sa possibilité de revenir sur les acquis obtenus jusqu'à présent. Nous avons appelé au calme et encouragé les parties à engager le dialogue et encourager les Nations Unies, l'Union africaine et la communauté internationale à soutenir la Libye dans le processus de dialogue national et de réconciliation. La mise en place d'un comité conjoint composé de membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État a été proposée en février dernier par les Nations Unies, le but étant de parvenir à un accord sur une base constitutionnelle et permettre aux 2,8 millions de Libyens inscrits sur les listes électorales de choisir leurs dirigeants en 2022.
Également dans l'actualité, le Burkina Faso reçoit le soutien de la CEDEAO dans la mise en œuvre de sa transition politique. C'est en somme ce qui ressort de l'entretien de ce 17 mars entre le président burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et une délégation ministérielle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a tenu à comprendre la durée de 3 ans de transition préconisée dans la feuille de route par les nouvelles autorités. Et il est à noter que malgré la solidarité affichée de la CEDEAO, le Burkina Faso reste suspendu des instances de l'organisation en raison du coup d'État militaire du 24 janvier dernier qui a renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. L'Afrique centrale pourrait rattraper son retard de développement grâce à cette initiative. La CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vont prochainement se rassembler en une seule entité, et ce en 2023, un appel au rassemblement qui permettra la création d'un marché de près de 200 millions de consommateurs pour les 11 pays concernés. Plus de détails avec Viviane Baoken et Absan Bibou. La zone économique de l'Afrique centrale se positionne afin de garder sa place de leader de zone économique régionale CEAC dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'une des nouvelles étapes est la fusion annoncée de la zone des deux communautés économiques régionales que sont la CEMAC et la CEAC en une seule entité. Pour les experts, cette fusion permettra d'une part aux opérateurs économiques d'exercer aisément et d'autre part, cette fusion est une réponse à la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons au niveau de l'Afrique centrale 2 zones de libre-échange qui se chevauchent, notamment la zone de libre-échange de la CEMAC, la zone de libre-échange de la CEAC. Mais nous avons dans les travaux antérieurs procédé à la fusion des 2 zones de libre-échange. Actuellement, nous disposons en Afrique centrale d'une seule zone de libre-échange unifiée, CEAC-CEMAC. On a un agrément CEMAC signé par le président de la commission, un agrément CEAC, et puis au niveau de la rationalisation, nous avons essayé de mettre tout cela en musique pour permettre à ce que dorénavant l'opérateur économique ne dispose qu'un seul agrément co-signé par les 2 présidents des 2 communautés et les présidents des commissions des 2 communautés pour éviter ces dispersions et pour répondre donc à la ZLFCAP. Pour répondre efficacement aux enjeux de compétitivité, en plus de la rationalisation des communautés économiques régionales, la Commission économique pour l'Afrique propose aux 11 économies de la sous-région de se rassembler autour d'un instrument commun, notamment la politique commerciale de soutien à diversification économique. L'objectif, permettre à l'Afrique de devenir une base de défense industrielle pour la transformation des produits locaux ou des matières premières. Les autres sont déjà à la 4e révolution. Et nous n'avons pas encore commencé même la première révolution industrielle. Donc c'est un appel au rassemblement, c'est un appel à tous les pays, à tous les décideurs, à toutes les communautés de tout faire pour que cette région désormais puisse en tout cas, je dirais, s'inscrire ou nous tous nous mettre dans ce véhicule commun que nous appelons le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. C'est ce qui va nous porter plus loin. C'est ce qui va nous permettre vraiment de relever les défis pour cette région. Rappelons que la fusion des 2 communautés économiques régionales ouvrira la voie à la création d'un marché de près de 200 millions de consommateurs d'une superficie de 6,7 millions de kilomètres carrés et un PIB de 523 milliards de dollars, soit 283,280 milliards de francs CFA. Les conflits répétés depuis décembre 2013 au Soudan du Sud ont fait environ 2,5 millions de réfugiés et 1,5 million de déplacés internes. À ces conflits viennent s'ajouter les chocs climatiques qui ont également conduit au déplacement de nombreux Sud-Soudanais. Un programme pour faciliter le processus de retour des populations a été mis en place par les autorités. Les explications de Graziela Tchakounté. Se reconstruire après avoir tout perdu. C'est le défi de quelques 4 millions de Sud-Soudanais poussés sur les routes en raison de conflits répétés, de violations de droits humains ou de chocs météorologiques.
Pour les assister dans cette étape, une formation de 2 jours a été initiée par la section de la protection, de la transition et de la réintégration de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Elle a réuni dans l'État de l'Équatoria central plusieurs membres d'institutions étatiques. This workshop today aims at enhancing. Cet atelier d'aujourd'hui vise à renforcer la capacité de toutes les parties prenantes responsables de la gestion du retour et de la réintégration à s'acquitter efficacement de leurs responsabilités, y compris la gestion des relations entre les communautés d'accueil et les déplacés internes et les rapatriés. Il vise également à combler les lacunes de coordination entre les prestataires de services humanitaires, les déplacés internes et les rapatriés, ainsi qu'un partage efficace des informations avec toutes les parties prenantes. Et parmi ces parties prenantes, il y a notamment la SSRRC, la Commission de secours et de réhabilitation du Soudan du Sud, qui s'engage à faciliter le processus de retour, de réinstallation et d'intégration dans les communautés d'accueil. Mais encore faut-il que les conditions, principalement sécuritaires, soient réunies. Nous ne pouvons pas parler de la protection des civils, du retour et de la réintégration des déplacés internes avant de comprendre ce qui aurait pu être fait en premier. La question du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration est la toute première étape pour s'assurer que la réforme du secteur de la sécurité est primordiale. Nous comprenons qu'il y ait des retours spontanés, mais ceci pourrait être entravé par un regain de la violence. Pour éviter ce scénario, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé à l'unanimité ce mardi 15 mars de prolonger le mandat des casques bleus au Soudan du Sud jusqu'en mars 2023. Son charisme et sa beauté ont convaincu le monde entier. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a été élue le 16 mars, deuxième dauphine Miss Monde 2021. À 24 ans, elle devient officiellement la première reine de beauté de l'Afrique francophone à obtenir cette distinction. Un sujet de Joël Ballot. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, élue 3e plus belle femme du monde à l'issue du prestigieux concours Miss Monde qui s'est tenu le 16 mars 2022 à Porto Rico, aux États-Unis. Deuxième dauphine du concours Miss Monde 2021, Olivia Yassé est officiellement la première femme de l'Afrique francophone à obtenir cette distinction à cette élection. Je suis tellement fière de faire partie de l'ethnie appelée les Akans Baoulé et aujourd'hui j'arbore le cran symbolique avec l'élément or pour représenter ma culture, mon histoire et je me sens comme la reine Ablapuku, celle-là même qui est à l'origine de mon ethnie. L'histoire de ma culture m'inspire quotidiennement, c'est pourquoi j'ai souligné le pouvoir et l'impact de la femme dans notre société. Âgée de 24 ans, Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, aujourd'hui deuxième dauphine Miss Monde, peut être heureuse, elle qui a remporté 3 de ces challenges, dont le vote du public, une des épreuves qui ouvre les portes de la grande finale du concours. Sur 97 candidates au départ, seuls 40 quarts de finalistes ont été sélectionnés pour la soirée du sac. Que ce soit au niveau de son éloquence, de son charisme, son professionnalisme, sa présence sur les réseaux sociaux et surtout au niveau de la communication. Elle était présente sur toutes les plateformes. Tous les jours, on avait des nouvelles. De nouvelles photos professionnelles, un tandem de choc, c'est-à-dire on avait des visuels de ouf. On relatait ces informations, elle communiquait avec sa communauté Internet, elle était présente, elle réagissait sur les réseaux sociaux. Même si elle s'incline derrière la Polonaise Karolina Bielowska, Miss Monde 2021 et la première dauphine Shreseni des États-Unis, Olivia Yassé fait partie du trio gagnant de la 70e édition de l'élection Miss Monde. De par son tempérament et sa prestance, elle est la digne représentante de la beauté africaine à l'échelle internationale. Encore une première pour le continent africain, la plus haute distinction du monde de l'architecture, le prix Pritzker, a été décerné au Burkinabé Diébedo Francis Kéré le 15 mars. Le portrait de celui qui est reconnu comme le pionnier des constructions durables en Afrique est à découvrir avec Joël Ballot.
Le Pritzker Prize 2022, plus haute distinction du monde de l'architecture, décerné au Burkinabé Diébedo Francis Kéré. Premier Africain à remporter l'équivalent du prix Nobel d'architecture, Francis Kéré voit en cette distinction la reconnaissance de plusieurs années de travail acharné pour le développement social de l'Afrique. Ma philosophie est que tout le monde mérite le luxe en termes de qualité, tant les pauvres que les riches. Je veux que mes constructions inspirent ceux qui en font usage, qu'elles les rendent heureux. Je pense qu'il est fondamental de tenir compte de l'environnement dans lequel on veut construire et mettre à contribution son expertise en tant qu'architecte. S'interroger sur ce qu'on peut faire afin de rendre un environnement hostile agréable. À travers sa passion, le Pritzker Prize 2022, Francis Kéré a mis en place plusieurs projets au fort potentiel d'usage public en Afrique, notamment la construction d'une école primaire en briques de terre, des hôpitaux, une bibliothèque, un centre associatif, appuyé par la main-d'œuvre locale, des infrastructures à échelle humaine pour lesquelles il a reçu de nombreux prix, tenant toujours en compte les contraintes climatiques et matérielles locales. Si vous construisez dans une zone chaude, vous devez mettre en place des mécanismes qui vous empêchent de recourir à des systèmes de refroidissement artificiel. Si des alternatives existent, demandez-vous comment vous pouvez les utiliser afin d'améliorer l'environnement pour le bien-être des gens. Il faut toujours tenir compte de l'humain. Les gens ont toujours besoin d'être inspirés, ils ont besoin d'innovation, qu'il s'agisse des personnes pauvres que des personnes nanties. En 43 ans d'existence, c'est la première fois qu'un Africain reçoit le Pritzker Prize. Aussi, avec cette distinction, le pionnier des constructions durables Francis Kéré, Pritzker Prize 2022, espère faire changer de vision aux jeunes Africains qui sont peu à voir en l'architecture un chemin professionnel possible. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.